Donc, la pertinence pour moi de lire ce livre, L'éthique à l'usage de mon fils, de Fernando Sabater, euh, tient au fait que la vie passe vite. Hein. C'est ce constat, je pense, qui est comme une espèce souvent de choc révélateur. La vie passe vite. C'est banal, en même temps, c'est ça qui peut-être éveille la conscience philosophique. La vie passe vite et être un humain, être un sapiens, c'est une chance extraordinaire parce que nous pouvons nous inventer. Hein. Quand on prend conscience que nos choix, nos attitudes, nos réactions nous forment, nous créent, eh bien là, il y a un sentiment de responsabilisation qui vient avec euh, sa vie. Et on arrête de blâmer les autres, on arrête de blâmer la société, et peut-être qu'on se batte les fesses pour en faire quelque chose. Moi, c'est ce genre de constat qui peut à la fois motiver la lecture de ce livre, mais qui peut aussi découler de la lecture. Hein. Cette lecture provoque ce genre de conscience, selon moi. On a vu que l'éthique, c'est apprendre à vivre, apprendre à faire de bons choix, apprendre au fond à pas passer à côté de sa chance en tant qu'être humain. C'est de prendre au sérieux sa liberté, le peu de liberté qu'on a face au déterminisme culturel, face au déterminisme biologique. Mais c'est de reconnaître que, bien oui, l'expérience me montre que je peux dire oui, je peux dire non, je peux choisir. J'ai une certaine liberté face à ce qui m'arrive, face à toutes ces difficultés que la vie m'impose. J'ai une liberté de comment je les affronte. Et c'est là que tout se joue. Et c'est là que je me transforme. Je me transforme en victime ou en personne puissante, bienveillante, qui contribue à peut-être faire de ce monde quelque chose de moins laid. Hein? Et donc, d'assumer sa liberté fondamentalement humaine. C'est ça l'éthique. Ben, je dirais que c'est la philosophie en général, mais pour Savater, c'est vraiment la spécificité de la réflexion éthique. Hein, de réfléchir sur les implications, les conséquences de nos actions, de nos choix. Hein, et d'essayer de rechercher les bons choix. Hein, et de se tenir loin des moins bons, des mauvais. Mais évidemment, les mots bon, mauvais, bien et mal sont ambigus. Hein. C'est ce que Savater nous rappelle au chapitre 3, au début, en nous disant, bon, oui, si on est pour faire de l'éthique, il faut réfléchir à ces termes, mais force est de reconnaître que ce ne sont pas des termes faciles à utiliser, qu'il n'y a pas de consensus autour de ces termes. Surtout, j'oserais rajouter, moi, dans notre époque très relativiste, hein, où on a peur d'établir des hiérarchies, de ça, c'est vraiment meilleur que ça. Hein. Euh, mais je pense que c'est important de le faire. Parce que si on accepte que bon, ça dépend, hein, si lui décide que de tuer des gens, c'est bon pour lui. Moi, moi j'ai ma vie, hein. Moi, si je décide que de passer tout mon temps derrière l'écran à manger des chips puis à perdre mon temps, c'est correct, ben c'est bon pour moi. Ben ça, ce relativisme extrême, ça mène au nihilisme. Le nihilisme, c'est-à-dire que plus rien n'a de valeur, plus rien n'est important, et donc aussi bien juste de profiter au maximum de tout le monde autour de moi et d'attendre que ça passe. Et avec une telle attitude, évidemment, on passe à côté de sa vie et on devient généralement quelque chose d'assez laid soi-même. Et donc, il faut se demander c'est quoi qui est bon. C'est quoi qui est meilleur? Hein? Mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Savater nous rappelle que le mot bon peut avoir plusieurs sens. Le mot bon dépend du contexte dans lequel il est utilisé, en fonction de l'objectif de la chose ou de la personne qu'on qualifie de bon. Par exemple, un marteau peut être dit bon. Hein? Un bon marteau, s'il accomplit bien son objectif de marteau, soit de bien clouer des clous. Hein? Une bonne moto, pour reprendre l'exemple de Savater, c'est une moto qui nous amène du point A au du point B rapidement, de manière sécuritaire, etc. Il y a des critères, hein, mais aussi pour une personne. Si on prend la fonction d'une personne, pas la personne en elle-même, mais disons une joueuse de volleyball ou un enseignant ou un premier ministre, on peut assez objectivement, quoique parfois c'est difficile, mais disons pour la joueuse de volleyball, on peut déterminer des critères par lesquels on juge qu'une joueuse est une bonne
joueuse de volley-ball, hein, son esprit d'équipe, sa précision dans les gestes, sa capacité à faire gagner son équipe, etc. Ça va pour les choses et pour les fonctions précises, mais quand vient le temps de parler de ce qu'est un bon être humain, euh, c'est plus compliqué. Hein? Et moi, c'est ce que je veux être, un bon être humain. J'essaie d'être un bon enseignant. Je ne sais pas si je lui parviens, mais tu sais, déjà, un bon enseignant, j'ai des critères précis. Hein? Quoique c'est débattable, évidemment, mais être un bon être humain, oh là, c'est une autre paire de manches. C'est quoi un bon être humain? Savatal n'y répond pas tout de suite, pas au chapitre 3, mais il nous donne quelques indices. Hein, pour déterminer ce qu'est un bon être humain, il faudra au moins tenir compte des circonstances et des intentions de la personne. Hein? Mais il nous rappelle surtout que dans tous les cas, l'être humain ne doit jamais être réduit à l'état d'instrument. Hein? De réduire l'être humain à une fonction. Hein? Un bon être humain, c'est quelqu'un qui contribue à l'économie. Là, c'est de me réduire à mon portefeuille. Hein? C'est de me réduire à ma capacité de contribuer à cette société de consommation. J'ai pas envie qu'on me réduise à mon portefeuille. J'ai pas envie que ma valeur soit directement liée à l'argent que je possède. Et c'est pas parce que je suis pas très riche, je suis très à l'aise, je ne vais pas me plaindre, mais il y a des gens beaucoup plus riches que moi. Est-ce que ça veut dire que ces gens sont meilleurs que moi, ont plus de valeur? Dans cette optique, si on réduit l'être humain à sa capacité de contribuer à l'économie, ben oui. Mais on sait très très bien qu'il y a des gens riches qui sont de pures crapules, ou il y a des gens très riches, très puissants, qui n'écoutent jamais leurs enfants, qui passent jamais de temps avec leurs enfants, qui sont toujours colériques, qui sont incapables de s'intéresser aux autres, qui font preuve d'aucune bienveillance, d'aucune charité, des gens riches qui ne donnent jamais sincèrement. On en connaît tous, hein? Moi j'en connais. Et donc ces gens-là sont-ils de bons êtres humains? J'en doute fort, et ça va taire aussi. Mais bon, comment déterminer ce qu'est un bon être humain? C'est pas évident. Hein? Mais c'est ça que l'éthique, quand même, doit s'efforcer de faire, un peu. Hein? Parce que si je veux mener une bonne vie d'être humain, il faut quand même que je sache c'est quoi un bon être humain. Mais une chose est claire à la lecture de ce chapitre 3, c'est que les bonnes actions sont jamais faites en fonction des récompenses promises ou en fonction de la peur de la punition. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, ce ne sont pas des actions librement choisies. Hein, si j'ai des bonnes notes juste pour avoir de l'argent de poche ou juste parce que j'ai peur que mes parents me punissent, je ne suis pas en train moi-même d'assumer ma vie puis d'assumer mon éducation. Hein, je ne suis pas en train librement de choisir pourquoi c'est important de devenir plus intelligent et d'écouter en classe, par exemple. Hein. Et donc, un bon être humain, déjà, c'est un humain qui assume sa liberté. Hein, déjà un bon indice, hein, qui assume sa liberté fondamentale. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté? Eh bien, Salvatore dit, ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. C'est ça l'éthique, hein? C'est faire ce que tu veux. Hein, tu veux mener une bonne vie? Fais ce que tu veux. Fais ce que voudras. Hein, le titre de ce chapitre, hein, dit-il en citant Rabelais. Si tu sais réellement ce que tu veux, et évidemment, si tu sais réellement, vraiment, ce qui est bon pour toi, et si tu comprends c'est quoi un être humain, peut-être que ce que tu vas vouloir, en effet, va t'aider à mener une bonne vie. Hein? Et donc, ce chapitre se termine un peu sur un cul-de-sac. L'éthique, c'est faire ce que tu veux. Ça ne dit pas grand-chose. Heureusement, chapitre 4, il précise déjà d'emblée que ce que tu veux, c'est la belle vie. Donc, ici, il reprend un vieil argument philosophique là, de l'Antiquité, d'Aristote, mais je sais qu'on le retrouve dans beaucoup d'autres traditions, soit que tous les êtres humains recherchent le bonheur. Il n'y a aucun être humain qui se lève le matin en se disant « Je veux être malheureux, je veux une vie difficile, hein, je veux être triste. » Il n'y a aucun être humain sain d'esprit, du moins, qui le fait. Et bon, le bouddhisme va plus loin. Hein, le bouddhisme affirme que tous les êtres, hein, animés et inanimés, hein, tous les êtres, hein, désirent le bonheur, désirent la belle vie.
Ben, belle vie, parce que c'est l'expression que Salvatore utilise. Hein. Il refuse de parler de bonheur. Hein, ça n'apparaît pas. Je pense qu'il ne veut pas utiliser ce terme connoté de bonheur, ce terme chargé, trop associé dans notre société de consommation au plaisir facile. Hein. La belle vie, c'est englobant. Hein. Et c'est ça, c'est cette perspective philosophique englobante que Salvatore veut inciter son fils à développer. Donc, nous, par le fait même qu'ils lisons ce livre. Et donc, ce que je veux vraiment, donc, si j'y pense réellement, oui, c'est une belle vie. Bon, c'est vague, hein? Comment déterminer c'est quoi une belle vie? Ben, c'est l'objet de ce chapitre et des autres qui vont suivre. Mais déjà, Salvatore reprend encore une fois l'idée de liberté. Hein? Comment il écrit en revenant en arrière tout le temps? C'est très pédagogique, hein? Même s'il ne veut pas l'admettre. Et donc, il insiste encore sur la nécessité d'assumer la liberté. À la page 72, hein, il va jusqu'à affirmer que, paradoxalement, nous ne sommes pas libres d'être libres. Hmm? Nous sommes obligés de l'être. Et citant Jean-Paul Sartre, nous sommes condamnés à la liberté. C'est-à-dire que, ben, d'abord, comme je le disais précédemment dans une autre vidéo, si on me réduit à l'état d'esclavage, j'ai encore une liberté d'attitude, une liberté mentale face à ce qui m'est imposé. D'accord, on le comprend. Mais même si je choisissais de ne pas assumer ma liberté, je choisissais en fait, de la rejeter complètement et de demander à mes parents de choisir pour moi ce que je veux faire dans la vie, à mes amis, à mon amoureuse. Je veux pas être libre, je veux pas assumer mes actions, j'ai trop peur de me tromper, j'ai peur, donc choisissez pour moi, je veux pas être libre. Mais ce serait quand même mon choix, tout ça. Hein? Ce serait quand même mon choix. Donc, je serais libre à ce moment-là de ne pas assumer ma liberté. Et donc, c'est un paradoxe proprement humain, selon Salvatore et les philosophes existentialistes. Hein, de cette fameuse phrase-là, la philosophie existentialiste, l'existence précède l'essence. L'essence, c'est ce qui est figé, c'est ce qui est cristallisé. L'existence même, c'est ce qui se choisit, hein, librement. Et donc, tout est dans vouloir. Vouloir décider et vouloir. Donc, vouloir faire de bons choix et savoir ce qu'on veut. Hein? Savoir ce qu'on veut vraiment, hein, dit-il à la page 75. Parce que parfois, ce qu'on veut vraiment, dans le long terme, ce qu'on veut dans cette vie, s'oppose à ce qu'on désire dans l'instant présent, à ce qu'on veut dans l'instant présent, ou dans le court terme, hein? Ou nos envies passagères, nos compulsions, nos addictions, nos habitudes, souvent vont à l'encontre de ce qu'on veut vraiment. Hein? Pourquoi est-ce que je passe autant d'heures derrière l'écran? Hein? Ben, c'est ce que je désire, c'est une envie. Ouais, mais est-ce que ça me donne ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment me transformer en quelqu'un qui succombe à toutes les formes d'addiction possibles, ou quelqu'un qui est incapable d'accomplir quoi que ce soit, qui baisse les bras devant toute forme de travail? Donc, il ne faut pas confondre ce que je veux vraiment et mes envies passagères. C'est deux choses différentes. Et ça fait du bien parfois de prendre du recul et de se rappeler qu'est-ce que je veux vraiment. Ça nous aide parfois à résister à nos compulsions. Citant Salvatore ici, je veux rappeler, bas de la page 75, bas du premier paragraphe, il est essentiel de savoir établir des priorités et d'imposer une certaine hiérarchie entre ce qui plaît sur le coup et ce qu'on veut au fond, à long terme. Une idée très importante. Et la philosophie, l'éthique selon Salvatore, ça sert à ça. Hein? Et donc, il faut se demander ce qu'on veut. On veut la belle vie, donc on veut une belle vie humaine, précise-t-il, en haut de la page 78. Donc, il faut savoir c'est quoi un être humain si on veut une belle vie humaine. Je lis donc en haut de la page 78, être humain, nous l'avons déjà souligné, c'est avant tout être en relation avec d'autres humains. Oui, vous allez me dire, OK, ben les bonobos aussi sont en relation. Oui, mais la qualité de relation des humains est d'un autre niveau, d'un autre ordre. Hein? Parce que nous sommes d'abord peut-être une réalité culturelle.
est-ce qu'on est d'abord biologique ou d'abord culturel? C'est un autre débat. On est certainement beaucoup culturel. Et un élève perspicace me faisait remarquer en classe, si j'avais grandi avec des bonobos, coupé de tout contact humain, est-ce que je serais humain? Ben, ma réponse intuitive, ça a été de dire non. Hein, tu serais resté animal, tu serais resté à l'état biologique animal. Parce que l'humanité, c'est ce que Salvatore explique à la page 78, l'humanité, c'est réciproque. On s'humanise les uns les autres. L'humanité, c'est au contact de la culture, de l'histoire, de la langue qu'on le devient. Mais il faut qu'on me traite en humain pour que je le devienne. Si on me traite en animal, si on me réduit à l'état d'animal, je vais rester animal. Hein? Mais ce qui est le plus beau paradoxe et le plus important, c'est si moi, je traite les autres en animaux, si je les réduis, j'abîme mon humanité. Ça, c'est une idée vraiment importante sur laquelle on va revenir. Hein? Que être humain, c'est humaniser les autres, même ceux qui se sont déshumanisés. L'exemple ici, c'est les prisonniers. Hein? C'est absurde. Par exemple, aux États-Unis, toutes ces prisons où on traite les criminels comme des animaux, qu'il faut juste frapper, punir. Bon, j'exagère à peine. S'ils sortent de prison, ils sortent souvent pire qu'ils l'étaient quand ils sont rentrés, encore plus agressifs, impulsifs, parce qu'on les a réduits à l'état d'animaux. Alors qu'au Canada, au Québec, on croit en la réhabilitation et on va traiter les prisonniers comme des humains, même si c'est difficile, d'abord pour préserver notre humanité, mais surtout pour leur donner une chance de s'élever et de contribuer ensuite à la société, évidemment. Hein? Donc, l'humanité, elle est réciproque. Donc, la belle vie humaine, c'est quoi? C'est une belle vie entre êtres humains, dit Salvatore au bas de la page 78. Hein? Et nous devons donc être traités et traiter les autres en humains, hein, pour avoir la belle vie. Et c'est une histoire de langage, tout ça. C'est en se parlant, mais surtout en s'écoutant, j'oserais dire, qu'on devient humain et qu'on se donne la belle vie. Et donc, voilà, il faut se reconnaître mutuellement en tant qu'être humain, dit-il à la page 80. Et là, il y a une très, très belle idée, une idée maîtresse ici. Si je veux la belle vie humaine, donc une vie d'être de relation, mais aussi d'être de culture, d'être de langage, c'est ce que je suis. Si je veux cette belle vie humaine, je dois l'offrir aux autres. Hein? Au bas de la page 80, en italique, s'offrir une belle vie n'est finalement pas très différent d'offrir une belle vie. Vraiment la belle idée ici, il faut vraiment y penser un peu. Hein? C'est quoi en fait l'idée? Pensez-y, si vous étiez très très riche, mais que tout le monde autour de vous était très très malheureux, est-ce que vous en profiteriez? Est-ce que vous seriez heureux? Hein, c'est l'exemple de Citizen Kane qui va nous donner. Hein? Kane qui, dans ce film-là, au sommet de la puissance, de la gloire, de la richesse, était détesté de tout le monde autour de lui. Et il a réalisé trop tard qu'il avait gâché sa vie à courir après le pouvoir et l'argent, car il avait instrumentalisé tout le monde et s'était coupé des relations sincères, hein? De la complicité fondamentale. Ça, c'est le chapitre 5. Mais c'est important qu'on en parle tout de suite parce que c'est ça la belle vie. Hein? La belle vie humaine, c'est une vie où, réciproquement, on s'écoute, on se parle, on se traite en humain et on ne s'instrumentalise pas et on se respecte. Mais ça commence, évidemment, dans l'immédiat, nos amis, nos enfants, nos parents, nos collègues, hein, les traiter en humain, les écouter, les respecter. C'est en le faisant, en donnant. Hein. Donc, si je veux me donner la belle vie, il faut que je la donne. Ça ici, Salvatore est évidemment influencé par l'éthique chrétienne, espagnole. Le christianisme est très fort en Espagne. Et c'est, selon moi, l'idée maîtresse de Jésus, du moins une des idées maîtresses, c'est il n'y a pas de plus grande joie que de donner. De donner sincèrement, pas de donner pour recevoir. Parce que si je donne, dans le but d'avoir la belle vie, je suis en train d'instrumentaliser les autres. Non, de juste donner pour donner. C'est dur. Ça va à l'encontre de tout ce que notre société nous conditionne à croire en ce moment. Hein? Cette idéologie-là individualiste et consumériste qui nous dit que l'important, c'est de faire beaucoup d'argent et moi, ma profession, ma carrière, mon argent, mon château, mes voyages, mes beaux vêtements, hein? Ma famille, mes amis, moi. Hein? On vit dans cette société qui nous conditionne. Heureusement, nous sommes libres
de résister un peu. Je pense que ce livre est un effort de résistance, de rébellion même, je dirais. Et donc, vers où ça s'en va, ça? Ben, on va voir que la belle vie, au fond, c'est la donner. Et c'est ainsi qu'on se la donne. Et comment est-ce qu'on le fait? Mais en assumant notre part égoïste. Et donc, Salvatore ici affirme, et on peut ne pas être d'accord, que les humains sont fondamentalement égoïstes. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais d'abord pour me donner la belle vie. Alors ici, Mathieu Ricard, moine bouddhiste, ne serait pas d'accord, mais pour moi, comprendre ici ce que Salvatore veut dire, je pense qu'il joue un peu avec les mots. Il dit qu'il y a deux types d'égoïstes. Il y a les égoïstes conscients et les égoïstes imbéciles. Ça, c'est le chapitre 5. Hein? On en parle tout de suite. Les égoïstes conscients sont conscients que pour être heureux, pour avoir la belle vie, ils doivent se soucier sincèrement des autres. Paradoxalement, donc, si je suis un égoïste conscient, intelligent, je vais d'abord m'intéresser aux autres. Je vais d'abord penser aux autres. Sans m'oublier, évidemment, il faut que je me respecte, il faut que je me protège, mais je vais donner sincèrement. L'égoïste imbécile, dans le mot de Salvatore, oublie ça, il oublie cette réalité et il finit par passer à côté de sa vie. Et donc, l'égoïsme assumé, le conscient, suppose donc qu'on comprenne c'est quoi la conscience, hein, c'est le chapitre 5-6 aussi. Et évidemment, on comprend hein, que donner la belle vie aux autres, c'est se mettre à leur place, c'est faire preuve de compassion, hein, c'est d'essayer de comprendre leur réalité, surtout ceux qui souffrent plus que nous, mais tout le monde en fait. Mais tout ça ne serait pas la belle vie sans beaucoup de plaisir. Mais le plaisir dont on n'est pas victime, il faut savoir user des plaisirs et pas en abuser, dit Salvatore au chapitre 8. Donc c'est vers là qu'on s'en va, vers, au fond, l'éthique nous aide à atteindre la belle vie. Hein? Une belle vie consciente, une belle vie entre êtres humains qui se respectent et une vie pleine de compassion et de plaisir intelligent. Merci.